let's hold hands. C'est l'aube du nouvel ère, on impose nos avis. Une seule frontière, on ose parler d'une même cause. Et si l'on se prenait en main, et si ensemble enfin on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie. Seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, yeah, say, Africa be united. And I just want you to say, yeah, yeah, say, Africa be united. سموها إفريقيا سموها القارة السوداء هذيك اللي عزيزة ليا يا ماما. Pénacotonga, on a trop saigné, pissé sang et larmes. Bonsoir, il est président de l'association Conscience Républicaine. Il s'appelle Yvan Eddy Steve Mougani. Il est l'invité de Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Alors c'est un plaisir et un honneur de vous avoir dans ce programme. Qu'est-ce que cela vous fait d'être invité dans ce programme? C'est une belle tribune et je pense qu'on a beaucoup à dire. Qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces 3 derniers mois? Alors ces 3 derniers mois, d'abord il y a la pandémie de la Covid-19 avec ses conséquences dramatiques un peu partout sur le plan économique, social et naturellement sur le plan de la santé. On peut parler aussi des crises politiques au Mali avec le coup de force qui a amené la junte militaire au pouvoir. Et nous voyons aussi qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, Conakry, on sent aussi qu'il y a des problèmes. Donc on est attentif à cela et voilà ce qu'on a pu retenir de l'actualité. Voilà, Yvan Steve Mougani, vous êtes président de l'association Conscience Républicaine. Alors, pouvez-vous nous parler de cette association avec vos mots? Alors, Conscience Républicaine est une association de type think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées qui est un cercle de réflexion et de proposition qui se donne pour but de participer au débat public en l'alimentant avec des thématiques particulières et en fédérant autour de nous des personnes, des personnalités, des talents qui nous aideront à toujours aller chercher la quintessence de toutes les thématiques que nous mettons sur la table. Voilà, c'est on va dire un think tank généraliste. Quand on parle de think tank, d'aucuns se posent la question de savoir c'est quoi ça déjà? C'est un laboratoire d'idées, c'est un mouvement, une dynamique dans laquelle nous essayons de rassembler des profils différents afin de regarder à froid un certain nombre de thématiques sur les enjeux du moment, sur le monde, sur notre société. Et voilà, nous planchons dessus afin de trouver des solutions, participer activement au débat et le rendre accessible à tous. Alors, Conscience Républicaine, un nom si évocateur, Conscience Républicaine. Alors, comment est née Conscience Républicaine et pourquoi Conscience Républicaine? Conscience Républicaine est née de la volonté d'un certain nombre de gens à apporter leur pierre à l'édifice de la construction de notre société. On avait besoin de porter certaines thématiques qui nous tenaient à cœur et on avait à cœur aussi de donner au débat public une connotation beaucoup plus profonde. Voilà, beaucoup plus profonde. Et la dénomination Conscience Républicaine était celle qui exprimait le mieux notre volonté. La volonté, c'est de faire cette invitation à nos concitoyens à plus de conscience républicaine. Voilà.
C'est la République étant le cadre dans lequel nous estimons qu'il faille porter un certain idéal. Une association, comment est-elle structurée? Mais comme toutes les associations, loi 1901, avec un président, un bureau exécutif, des membres et des commissions, enfin, comme une association lambda. Cela date déjà combien? 5 ans. 5 ans. Alors, combien de membres vous ont-ils déjà rejoints? Bon, on va dire que nous ne sommes pas une association généraliste. Vous voyez bien que là, il s'agit de mener des réflexions assez pointues. Donc, il est difficile de donner un nombre comme ça, parce que selon les thématiques, il y a des personnes qui nous rejoignent, ça dépend de la thématique, ça dépend de tout, mais voilà, tout cela est coordonné par un bureau qui administre le mouvement. Quel est le profil des adhérents? Déjà des Congolais qui ont soif de débat, qui ont une certaine vision de l'avenir, progressiste, plutôt progressiste, qui souhaitent marquer de leur empreinte le débat public. L'idée, c'est alimenter le débat public de thématiques avec un contenu construit. Voilà. Donc c'est ouvert à tous. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer une telle association? Nous l'avons créée dans la volonté de participer, nous aussi, à notre manière, à l'édification, à la construction de notre société, à apporter à notre tour aussi notre pierre. Et comme ça... Oui, c'était le meilleur moyen de faire valoir nos idées. C'est parti d'un fait C'est parti d'une série de débats et d'une volonté vraiment de marquer le coup. Un think tank est en quelque sorte, comme vous l'avez dit, un réservoir d'idées. Alors que faire de ces idées après? Alors il faut dire qu'il y a deux cibles. Il y a le grand public et il y a les décideurs. Au niveau du grand public, on va dire que nos travaux permettent à apporter de la lumière sur certains concepts, sur certaines idées, les expliciter, les rendre accessibles et sensibiliser aussi sur tout cela. Et au niveau des décideurs, c'est la volonté de les accompagner à prendre les bonnes décisions, de mettre à leur disposition de la matière afin que les décisions soient en phase avec les aspirations légitimes de nos concitoyens. Quel but Conscience républicaine s'est-il fixé? Alimenter le débat public, peser sur le débat public, l'orienter vers des thématiques responsables, sérieuses, sur lesquelles notre société pourrait gagner en intelligentsia, en maturité et voilà, permettre le débat, c'est ça. D'aucuns vous poseront peut-être la question de savoir qui est derrière vous. Qui est derrière Yvon Eddy Steve Mougani? Qui est derrière vous? Derrière moi, personne, mais avec moi, toutes celles et ceux qui croient en la force du débat, qui croient en un Congo meilleur, qui ont envie de participer à l'édification de cette société où il fait bon vivre, où tout le monde a sa chance. Je serais peut-être insistant sur cette question pour la poser avec un autre angle. Pour qui travaillez-vous? Pour le Congo, pour les Congolais. Au secours. Pour le Congo, pour les Congolais, pour le développement de notre pays. Voilà, chacun à son niveau doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et nous avons pensé qu'avec cette association, nous pouvons mettre en avant un certain nombre d'idées et permettre effectivement que notre pays puisse en tirer le maximum de bénéfices. C'est devenu presque une mode. Alors, comment expliquer
l'émergence de ces laboratoires d'idées ici et là? Une mode, je ne sais pas, mais ça montre la volonté des Congolais à participer à la bonne marche de la société. Voilà, ils ont soif de débat, ils ont soif de participer et je pense que c'est l'élément qui explique peut-être cette poussée de ce type de mouvement. Quels sont les objectifs de Conscience républicaine? C'est comme on l'a dit tout à l'heure, alimenter le débat public, l'orienter vers des thématiques essentielles qui sont l'éducation, la République, la nation, l'économie, la justice, la famille. Voilà, un certain nombre d'éléments fondateurs. Il n'y a pas d'autres objectifs? Concrètement, il y a... Mais c'est très concret. C'est très concret que de poser les choses, de travailler à ce que nous ayons tous une certaine compréhension des enjeux, de faire en sorte que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. C'est très important de rendre notre débat public intéressant, responsable et faire en sorte qu'il soit le moteur des changements que nous souhaitons, que notre société puisse aller de l'avant. Qui finance cette association? Comme toutes les associations, nous vivons des cotisations statutaires, des dons, des legs, des participations, des sollicitations et voilà. A-t-elle déjà un siège? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons un siège. Mais vous voyez que nous sommes en laboratoire d'idées, donc c'est vraiment un groupement restreint sur des thématiques par thématique que nous nous organisons et voilà. Et aujourd'hui, avec l'état d'urgence et les restrictions dues à la pandémie de la Covid-19, comme partout ailleurs, nous utilisons beaucoup les Internet et les réseaux sociaux. Quel est le but ultime de cette association? C'est ça, c'est faire mûrir dans notre société une volonté de participer à l'édification de notre société, une conscience citoyenne. Voilà, il faut que nous sachions que tous, nous avons notre part de responsabilité dans la société dans laquelle nous évoluons. Est-ce que demain, cette association ne va pas changer de statut, devenant autre chose? Demain, demain. Non, mais on est très bien là où on est et je pense que il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vous entendrez régulièrement parler de nous et vous verrez que nous sommes déjà très occupés là où nous sommes. Est-ce que vous collaborez avec certains partis politiques de votre pays? Pas encore, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a déjà des prises de contact, il y a des gens... Non, pas spécialement, mais voilà, nous approchons d'échéances importantes, l'échéance électorale importante, et c'est sûr que à ce moment-là, il y aura sûrement des collaborations. Est-ce que dans les profils des adhérents ou dans les profils des personnes qui viennent participer à ces débats, y a-t-il des profils politiques qui viennent comme ça, par curiosité? Oui, il y a... Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de discrimination, on va dire. Il n'y a pas de discrimination et nous ne sommes pas un mouvement politique. Donc voilà, c'est comme on ne demande pas la religion de quelqu'un, on ne demande pas non plus son appartenance à un parti politique ou son orientation sexuelle. Non, c'est ouvert. Il suffit que nous soyons, que les futurs adhérents ou celles et ceux qui s'intéressent au mouvement puissent comprendre la philosophie du think tank. Yvon Eddy Steve Mugani, récemment vous aviez signé une tribune sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite de votre pays qui a eu un certain écho intitulé « 60 ans après l'indépendance ». C'est toujours, c'est un gros sujet, l'indépendance, 60 ans. Et alors, quelle est votre notion d'indépendance?
Alors, la tribune s'intitulait 60 ans après, où en est l'indépendance? Voilà. Où en Merci. est l'indépendance? Mais l'indépendance, pour des États, c'est la souveraineté, c'est le droit de disposer de notre liberté, de notre espace, c'est la possibilité de satisfaire, d'auto-satisfaire un certain nombre de besoins, d'aller venir, d'être en sécurité, de concevoir la vie d'une certaine façon, hein, d'avoir une idée claire de ce que nous voulons faire par nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est ça l'indépendance. Alors, quelle est votre lecture sur les 60 ans des indépendances des pays du continent? Beaucoup de pays ont célébré avec faste, d'autres pas, mais les 60 ans d'indépendance, c'est énorme. Alors 60 ans d'indépendance, autant c'est beaucoup, mais en même temps c'est pas grand-chose. Mais j'aimerais rappeler que... C'est pas loin de l'Inde et la Chine. Je dirais plutôt 60 ans de retour à l'indépendance. Ah bon? Parce qu'il y a cette idée à déconstruire dans l'inconscient collectif qui nous fait croire que l'histoire de nos pays commence à partir de ces indépendances-là. Non, à partir de la colonisation, de la traite des Noirs. Ben non, il y avait une vie avant. C'est une parenthèse difficile, mais il y avait une vie avant et il y a eu une vie après. Donc oui, 60 ans après, nous devons déjà... nous ne devons pas oublier que c'est l'affaire de tous. Les indépendances, c'est fondamental. C'est fondamental et c'est à toutes les générations de faire en sorte que ces indépendances soient consolidées et qu'elles tiennent toujours leurs promesses. C'est un acquis fondamental. Alors vous comprenez que jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui se posent encore la question de savoir, sommes-nous réellement indépendants? Oui, nous sommes réellement indépendants. Oui, nous sommes clairement indépendants. Économiquement, politiquement? Nous sommes indépendants. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Mais effectivement, nous constatons malheureusement quelques insuffisances. Je crois que ces indépendances n'ont pas suffisamment été nourries par les différentes générations qui en ont bénéficié. Et les pères fondateurs l'ont rêvé, l'ont obtenu, mais après, on n'a pas toujours donné à ces indépendances tout leur sens. Elles n'ont pas toujours, et c'est ce sentiment-là que nous avons, qu'il y a un goût d'inachevé. Et voilà pourquoi nous insistons sur le fait que nous devrions nous rappeler que c'est l'affaire de tous et que nous devons continuer à nourrir ce fait-là, ces indépendances-là. Alors, en suivant, quand vous parlez de sens, en suivant votre tribune, vous proposez aux Africains de révisiter leur histoire, c'est-à-dire? Mais l'histoire de l'Afrique souffre malheureusement de pas mal d'entorses. Elle est même à certains égards biaisée. Donc il serait bien que les Africains se penchent réellement sur leur histoire, qu'ils la revisitent et qu'ils la restituent fidèlement. Il faut la restituer fidèlement. Il faut... Qui devrait s'y jouer ce rôle? Tout Africain? Oui, non, les Africains, les responsables politiques, les intellectuels, les historiens, l'intelligentsia. Sans vous couper, dans votre pays, les politiques écrivent moins. Ben, ça serait bien qu'ils Nombreux écrivent. disparaissent avec l'essai écrit dans leur tombe. Oui, mais là, il faut aller très loin. Parce que revisiter notre histoire revient à réaffirmer notre identité. Et nous sommes à une période où l'identité congolaise est un peu phagocytée. Ça veut dire quoi être congolais? C'est une vraie question.
beaucoup de personnages historiques sont considérés comme des mythes. On parle de Bouita Mbongo, il n'y a pas d'écrit. Mathieu André Grenard, pas d'écrit. Peut-être Kimbangu, il commence à avoir un peu d'écrit. Mais quand vous tapez sur Google, certains personnages, c'est comme des mythes. Oui, il faut faire connaître leur histoire, leur véritable histoire. Parce que pour certains, on les connaît selon l'appréciation du colon. Bouita Mbongo, bon, c'était considéré comme des rebelles. Matswa, c'était pas des gens très sérieux. Or, c'est des militants de la liberté. C'est des gens qui ont voulu que notre pays retrouve sa dignité. Donc, il faut revisiter toute cette histoire et tirer dedans nos véritables heures de gloire et nos véritables figures historiques, héroïques même, afin de galvaniser notre self-esteem. Nous avons besoin de référentiels qui vont nous aider à marquer notre identité. Voilà. On a besoin de marqueurs dans la mémoire collective. Parce que vous dites restituer cette histoire. Comment faire pour restituer cette histoire si vous ne collaborez pas avec le colon? Beaucoup de vos œuvres d'art, de vos objets historiques se trouvent peut-être dans des musées en Europe. Pas peut-être, mais se trouvent dans la majorité. La question se pose même au Bénin. C'est une question de volonté politique. Il faut qu'on comprenne qu'il est nécessaire que notre histoire soit racontée par nous-mêmes. C'est notre histoire, c'est nous qui devons fouiller dedans, chercher des repères, chercher à galvaniser qui nous sommes. Voilà, parce qu'avec la mondialisation, avec la colonisation, bon, on est dans un village planétaire où nous manquons un peu de repères. Il est important que nous soyons fiers de nos origines, que nous puissions les connaître, les comprendre, les transmettre, et que nous soyons d'abord congolais. On est congolais, ensuite on est africain, puis on est citoyen du monde. Donc il faut cette construction-là qui nous fait défaut, et nous avons besoin de nous réconcilier avec notre histoire. L'Afrique a besoin de se réconcilier avec elle-même, retrouver de la fierté, de la dignité, retrouver une certaine identité, retrouver nos langues, retrouver la beauté de nos prénoms. Voilà, moi je m'appelle Steve. Bon. Il y a quand même un problème. Au secours. Alors, c'est vrai. Est-ce que, comme l'ont fait certaines nations, le Bénin, en l'occurrence, comme les Sud-Africains, est-ce qu'il faut demander la restitution de ces objets? Bon, là, on est un peu dans... Par exemple, le collier de Makoko, on ne sait même pas où ça se trouve. Est-ce qu'on est prêt à le reprendre et à l'entretenir, à le conserver correctement? Il faut déjà que nous préparions les conditions de cela. En amont, il y a un gros travail à faire. Et il n'y a pas seulement tout ce qui se trouve dans les musées chez les autres. Il y a encore ici, dans notre pays, dans notre continent, les lieux, les endroits. Bien sûr, des personnes à questionner, des traditions à revisiter. Il y a plein de choses ici qui doivent participer à la construction, en tout cas à la fermentation de notre identité. Voilà. Et vous parlez de bâtir des États régaliens, c'est-à-dire bâtir de vrais États régaliens. Nous avons des États régaliens, mais nous constatons parfois quelques insuffisances. Des États qui ne sont pas toujours forts, des institutions qui tanguent un peu. Et il est important que nous puissions les renforcer. En faisant quoi, concrètement? Déjà, en assurant pleinement leur rôle. L'État, on sait ce que c'est qu'un État, il a des missions précises, des missions régaliennes qu'il doit complètement maîtriser.
parfois il y a des insuffisances. Donc la Dans base... quel domaine, par exemple? Dans tous les domaines. Dans les La domaines santé, l'éducation. Bien sûr, santé, le éducation, sur tous les plans, culturels. Les États ne sont pas très forts en Afrique, c'est un secret de polichinelle. Ce sont les hommes qui sont forts. Et ça engendre ce que ça engendre parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des bonnes réflexions, avec votre think tank, il y a des bonnes réflexions, mais la plupart, il y a un sentiment chez les Africains qui démontre une fois aux commandes, les dirigeants africains, de la majorité, perdent un peu la réalité de la rue, de la société. Vous êtes dans vos voitures teintées, vous regardez de haut les gens. Mais c'est la société qui fait ça. Nous baignons dans une société qui... Vous oubliez votre passé, du coup... Non, pas forcément, mais c'est le fruit de notre environnement. C'est notre environnement qui est gangréné un peu par un certain nombre de problèmes et qui donne lieu ou naissance à ce genre de comportement, à ces élites déconnectées. Que votre maman vendait du manioc au coin, une fois au pouvoir, vous dégagez, vous déguerpissez la maman qui vend du manioc, qui a permis que vous ayez, qu'on vous paye parfois à la bourse. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Voilà pourquoi il est important que nous puissions réfléchir ensemble sur le modèle de société que nous voulons, sur la vision partagée que nous devons avoir, sur l'orientation que nous voulons donner, et cela passe par des réformes courageuses. Comment bâtir ces États? Déjà, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est quoi le régalien? C'est quoi l'État? C'est quoi la République? C'est là où je disais que nous avons aussi comme cible le grand public pour réexpliquer tous ces concepts-là. Beaucoup pensent que, par exemple, la République, c'est juste un nom. Alors la République, c'est tout un concept. C'est une façon de voir les choses qu'il est important de vulgariser, de faire comprendre. Le statut de citoyen, il faut lui donner tout son sens. Donc il est important de sensibiliser nos concitoyens sur tous ces plans et bien sûr alimenter la réflexion sur l'orientation que nous voulons donner à notre société. Alors, en parlant d'indépendance, que répondez-vous à ceux qui pensent que les États africains ne devraient pas célébrer les dates d'indépendance? Que nous ne devrions pas célébrer l'indépendance? Moi, je ne dirais pas ça comme ça. Qu'on devrait réfléchir peut-être sur cette date, qu'avions-nous fait, où allons-nous? En fait, c'est important, ça dépend des pays, après chacun a son histoire. Mais il faut, pour ces... Le concept tcha-tcha-tcha, c'est-à-dire faire la fête. Malheureusement, ça ne nous a pas beaucoup réussi. Et ça a tendance à occulter les vrais problèmes. Et on a pris l'habitude en Afrique de transformer les journées dédiées en des occasions de fête. Bon, il y a sûrement des raisons de se réjouir. L'indépendance, c'est pas rien. Sortir du joug colonial, c'est pas une mince affaire. Mais voilà, il est important de... Après 50 ans, continuer toujours à fêter, à danser? Peut-être qu'il faut minimiser la partie festive et maximiser dans la partie réflexion, perspective, prospective, de toujours avoir à cœur de maintenir un certain nombre d'équilibres et de donner tout son sens à tous ces concepts-là. Pourquoi, selon vous, les Africains ne célèbrent pas l'abolition de l'esclavage? Alors, je ne comprends pas cela. J'avoue, même pour moi, c'est une grosse interrogation. On a l'impression que chez les esclavagistes, il y a eu des petites avancées. Reconnaître par exemple l'esclavage comme un crime. Comme un crime contre l'humanité. Il y a des voix qui, de tout temps, se sont élevées pour condamner et faire reconnaître l'esclavage comme... Il y a même des musées. Mais je pense qu'en Afrique, nous n'en faisons pas assez pour marquer cette histoire dramatique
et de créer les conditions pour que plus jamais cela ne puisse se reproduire. C'est quand même curieux, effectivement, qu'en Afrique, qu'au niveau même de l'Union africaine, on n'ait pas institué, on ne parlerait pas peut-être forcément de l'abolition, mais voilà, qu'il y ait une journée dédiée à la mémoire de l'esclavage et qu'on puisse, comme c'est le cas pour la Shoah par exemple, montrer toute l'atrocité de cela et créer les conditions pour que plus jamais cela n'arrive. Mais malheureusement, nous voyons qu'il subsiste encore en Afrique des endroits où on parle encore d'esclavage. Moderne, non, disons. C'est de l'esclavage. De l'esclavage, on parle de la Libye, on parle du Bénin aussi. Du Bénin, on parle du Niger, bon voilà, il y a même encore... au Moyen-Orient où le noir... au Liban, bon c'est pas l'Afrique, mais voilà, ça subsiste même en Arabie encore. Saoudite, il y a des... dernièrement, on a publié des images et des vidéos qui ont choqué d'aucuns et que l'Union africaine n'a pas réagi. Il faut sur cette question, vraiment que l'Union africaine, que les Africains puissent avec force, mais vraiment avec force, en finir avec ce débat et instituer une journée, un lieu, je ne sais pas, et puis il y en a même plusieurs, mais que dans la mémoire collective, nous n'oublions jamais qu'il y a eu ce commerce honteux. Vous comprenez, pour d'aucuns, ils se demandent pourquoi la seule race qui n'a pas de lobby. Le noir n'a pas de lobby. Tout le monde a un lobby, mais le noir n'a pas de lobby. D'où même ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une cassure entre l'Afrique et le noir américain et le noir de l'autre côté. Oui, mais ça, c'est le résultat de manipulation. Des siècles d'esclavage et je ne sais combien de temps de colonisation. On vous lave le cerveau, on vous amène à vous détester, à ne même pas... et vous aimez vous-même. Donc il y a un traumatisme. Il y a certains acteurs noirs qui refusent qu'ils descendent d'esclaves. C'est un traumatisme. Mais maintenant, effectivement, il faut des thérapies. Même des thérapies de choc. C'est un problème très sérieux. Et nous avons besoin de le regarder en face pour nous permettre de le dépasser. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que nos élites ont échoué? Elles sont responsables des manquements constatés. Les élites intellectuelles, politiques et autres n'en ont pas fait assez. Elles, parfois, n'ont pas été à la hauteur des attentes légitimes de nos concitoyens, de nos pays. Donc, effectivement, il y a problème avec nos élites quand les promesses sont restées lettres mortes. Pas seulement des promesses, mais elles ont manqué parfois de sens des responsabilités. Alors, comment donner à ces indépendances un contenu à la hauteur de ces promesses? Mais déjà, il est important, on l'a dit tout à l'heure, de revisiter notre histoire, d'en tirer des références, même des référentiels qui serviront à la mémoire collective pour nous permettre de retrouver une certaine estime de soi. C'est important. Il est important de bâtir des vrais États régaliens, bâtir des républiques réelles, bâtir des démocraties fortes. Il faut investir massivement dans l'école. Quelle école pour la société, pour le 21e siècle, pour aujourd'hui? Quelle école? Dans quelle situation se trouve notre école? Il faut repenser l'école. Réformer. Complètement. Mais complètement, du tout au tout. Pas se bourrer seulement la tête. Non, il faut que l'école soit en adéquation avec la vision partagée, avec la société que nous voulons, avec les évolutions de notre temps. Voilà. Il faut que l'école soit ce haut lieu de socialisation par lequel nous formons, nous forgeons notre jeunesse. Et puis, bon, il y a la santé, il y a l'économie, les questions économiques, le sous-développement qui
tire aussi sa source de la spirale, j'ai envie de dire, de la rente des matières premières brutes. Là, il y a problème. Il est important de véritablement diversifier les économies, de construire des vraies industries, des grands groupes. Il est important d'accélérer les transitions écologiques, numériques, énergétiques. Voilà, il faut suivre les changements du monde et aller dans se projeter. Alors, selon vous, quels sont les grands défis des indépendances africaines pour les années à venir? Bon, dans 40 ans, on parlera du centenaire. Et au centenaire, il ne faut pas que nous soyons encore là à ressasser les mêmes histoires. Donc là, il y a une prise de conscience nécessaire de tous, car j'insiste sur le fait que toutes les générations sont concernées. Ces indépendances, chaque génération doit les nourrir. Il y a la nécessité donc on parlait de l'éducation, de la santé, de l'État, des États forts, de l'égalité des chances, car un pays, une société où la réussite dépend de la chance ou de la malchance, il y a problème. Alors vous, quel rôle comptez-vous jouer? Ben voilà, celui à donner à nos indépendances tout son sens. Nous commençons à sensibiliser. Nous avons écrit cette tribune-là pour sensibiliser. Nous allons continuer à faire ce travail-là, à donner des pistes de solutions, alimenter le débat public de sorte que, effectivement, sur les questions essentielles, fondatrices de notre indépendance, que nous soyons aux avant-gardes. Certainement, vous aviez une vision du côté de l'association Conscience républicaine. Alors, en regardant, en suivant votre tribune, qui a fait un écho, disais-je, on a l'impression, c'est d'avoir, c'est comme si c'était un projet de société, un projet d'un parti politique. Est-ce que c'est un avis que... Non, pas du tout. C'est pas un projet de société. C'est une tribune. Il faut qu'on arrête dans ce pays de tout politiser ou de tout voir sous le prisme de la politique politicienne. C'est lassant et ça ne règle pas les problèmes. On aimerait même que dans le microcosme politique, effectivement, qu'il y ait beaucoup plus de débats sur des questions telles que l'éducation, la santé, la culture, l'économie. Voilà. On ne sait pas trop que pensent les politiciens de ces questions-là, quelles sont leurs véritables solutions. Nous ne sommes pas dans une logique politicienne, loin de là. Mais voilà, c'est peut-être la politique au sens noble, au sens citoyen du terme. Nous apportons notre pierre à l'édifice afin que tout le monde se saisisse un peu de ces questions qui nous concernent tous au final. Voilà, vous parlez des politiciens. J'aimerais savoir, êtes-vous membre d'un parti politique? Non. Edi Steve Mougani n'est pas membre d'un parti politique? Non. Ni d'une association politique? Non. Est-ce que la politique vous dit? Moi, je regarde la politique en citoyen. Voilà, ma qualité de citoyen. Vous la définissez pas comme le mensonge, comme tout le monde? Non, pas du tout. La politique, ça doit être quelque chose de noble. C'est quand même la gestion de la cité. Donc oui, j'ai un avis sur la politique, sur la façon dont elle est menée. Mais non, moi je suis, avec Conscience républicaine, nous sommes dans une logique plutôt de responsabilisation citoyenne. Chacun doit faire en sorte que notre société puisse aller de l'avant et donner aussi aux politiques du grain à moudre, qu'on ne s'éparpille pas et qu'on est... Cette association se situe dans la société civile ou... Oui, société civile. Association loi 1901, société civile. Donc la politique, le regard que vous portez sur l'homme politique congolais?
En tout cas... Vous ne voulez pas juger? Non, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Mais voilà, allons à l'essentiel des choses et dans nos politiques à avoir sur les questions fondatrices de notre vivre ensemble des positions tenables, sérieuses et responsables. Alors, lorsque vous entendez l'Afrique c'est le continent de demain, vous réagissez comment? C'est un discours ou c'est un... Bon, c'est là le piège. Il ne faut pas que ce soit un discours. Mais on a des raisons de penser que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Mais l'avenir, il est important de le permettre. On le souhaite, mais il faut le permettre. Il faut créer les conditions pour qu'effectivement l'Afrique demain puisse rayonner. Et cela passe donc par tout ce qu'on a dit avant, par la nécessité d'avoir une jeunesse épanouie, une jeunesse concernée, patriote, d'avoir des États résolument tournés vers les aspirations des peuples, d'être en marche, de réellement être en marche, de suivre la marche de l'évolution du monde. Alors, l'avenir du Congo, vous la voyez comment? Mais tout dépend de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle société voulons-nous? Dans quelle société voulons-nous vivre? Quelle jeunesse? Qu'est-ce que nous faisons pour permettre un essor réel? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et comme je disais tout à l'heure, l'avenir, il faut le permettre. Et je suis d'un naturel optimiste. Donc nous allons, je l'espère tous, nous remettre en question et avoir une vision partagée de l'avenir que nous souhaitons pour notre pays. Alors, tout le monde parle de la jeunesse et c'est devenu un mot à la mode, jeunesse. Alors, quel est le regard que vous portez sur la jeunesse de votre pays? Bon, déjà, les jeunes, c'est plus de 70% de la population congolaise. C'est pas rien. Donc, il est important que tout soit concentré sur ce potentiel-là. Les jeunes Congolais ont beaucoup de potentiel, ils ont du talent, ils ont envie de mouvement, ils sont dynamiques, mais malheureusement, ils sont comme dans un carcan. Et il est important donc de les sortir de là, de leur donner les moyens de se réaliser. C'est l'avenir, la jeunesse, mais il faut encore une fois permettre cet avenir-là. Alors, en parlant de votre think tank, alors quel monde après le coronavirus, d'après votre think tank? Bon, nous n'avons pas encore... Vous voyez le monde comment après le coronavirus? Forcément, le monde doit changer. Le monde change. Le monde a déjà changé. Le monde a déjà changé. Je crois que cette pandémie nous a rappelé notre vulnérabilité. Cette pandémie nous a rappelé ce qui est essentiel. Cette pandémie nous montre que l'ennemi peut être invisible et très dangereux. Donc il est important d'adapter nos sociétés, nos États. Le monde ne rassure plus? Si, mais c'est aussi une formidable occasion d'avancer, de se recentrer vers ce qui est essentiel et effectivement de se projeter. Il y a aussi beaucoup d'opportunités dans ce drame que nous vivons. Les crises s'aggravent avec cette pandémie, ici et là, dans certains continents. Certaines crises s'aggravent, d'autres s'arrangent, c'est l'histoire du monde. Hein. Et vous, pendant le confinement, qu'est-ce que vous occupez? La lecture, la culture, la famille. Ah bon? Il n'y avait pas d'ennui? Non, pas du tout. Alors, c'est quoi votre prochain sujet de réflexion? Alors là, nous tablons sur la nation. Sur la nation. Sommes-nous réellement une nation? Quels sont les éléments fondateurs d'une nation? Aussi, nous nous intéressons à la situation des veuves au Congo. La situation des veuves au Congo et quelle fonction publique pour demain? Quelle fonction publique pour demain?
voilà un peu un échantillon de ce qui est en train de se faire en ce moment. Et vous, personnellement, Yvan Eddy Steve Mougani, comment vous vous voyez dans l'avenir? Dans 10 ans, par exemple. Vous vous voyez comment? Plus vieux. Comment vous vous voyez dans 10 ans? S'il y a une projection que vous faites, membre d'un parti politique, à la tête d'un parti politique. Non, mais là, on retombe dans le piège de la politisation. Tout ne se règle pas au niveau du politique. Et ça aussi, ça a été l'une des erreurs des 60 ans là passés. On a tout confié aux politiques. Toutes ces idées doivent servir quelque part. Oui, mais il n'y a pas que le politique. Et devenir décideur. Mais on peut décider à tous les niveaux. Ah bon? Pas seulement la politique. Je ne sais pas moi. Sans gérer la cité, vous pouvez décider. Vous pouvez mais on peut gérer à divers niveaux. Une star de cinéma, elle aussi, elle jouit d'une influence. Un chanteur, un écrivain, un patron d'entreprise. Voilà, à tous les niveaux, on doit peser. À tous les niveaux, on doit participer à l'essor de quelque chose de meilleur. Il n'y a pas que la politique. Bien qu'elle soit noble, hein, je respecte et je n'ai rien contre. Mais voilà, il faudrait que nous nous sentions utiles partout où nous sommes. Et je n'ai pas l'impression de ne pas être utile avec ce que nous faisons en ce moment. Alors, des projets à venir? Oui, ceux dont on a parlé là. Toujours continuer à sensibiliser et à faire du lobbying auprès de nos décideurs. Émettre des réflexions, des rapports, des livres blancs, des études et voir à peu près comment faire pour les intégrer dans une logique de solution. Voilà, une approche. Nous n'avons pas la vérité absolue, donc nous participons avec tous ceux qui sont à la décision, tous nos concitoyens, à l'essor de quelque chose qui nous conviendrait à tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme, de nourrir de vos réflexions qui sont très nobles. Et merci de disposer vraiment, réellement de votre temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du courage. Du courage, et moi aussi je vous remercie pour cette invitation. Voilà, nous vous souhaitons réellement ce courage et merci d'être là pour nous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nos remerciements à la société SN Plasco Mayo. Merci au DR Grégoire Saint-Martin. Merci mon frère. Merci à Brice Angangolo qui nous suit depuis la France, le neutre. Merci. Merci à toi aussi, Rushni DiCaprio. Merci à Guylain Diabar qui nous suit depuis les États-Unis. Merci au grand frère François Johan Ngapi, dit à Anita Ngapi. Merci à Alain Kaba, merci à toi. Merci à Eril Mabunga, merci à Père Stanislas Makwaya, merci à Maman Clarisse, Mère Spirit, merci à Serge Gaston Mondele, merci à toi. Merci à mon frère Terfi à 8 et merci à Elvis Olivier Castanou des Brasseries du Congo. Merci à Yvan Eddy Steve Mougani, mais il est en face de nous. Merci, merci mon frère. Et merci encore une fois. Merci à mes deux cadreurs, bien sûr, Chanel Kifouni et Arnaud Itoba. Et j'oublie pas Sully Stahl au montage. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. On se prenait en main, et si ensemble enfin, on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie, seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa.
On a trop saigné, pissé sang et larmes.